Lorsqu'on parcourt certains artères de la capitale gabonaise, un constat ressort. Entre construction anarchique et autres habitations qui laissent à désirer, il ressort que le premier centre urbain du Gabon manque d'un véritable plan d'urbanisation, alors que les Gabonais veulent se loger et avoir accès à un logement décent. Et ce n'est pas la volonté politique qui manque. Mais alors, comment changer la configuration de la première ville du Gabon? Et quelle est la politique actuelle du logement au Gabon? La réponse dans une poignée de secondes avec mon invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Décryptage. Pour aujourd'hui, Monsieur Ernest Poepiga est notre invité. Il est le ministre gabonais des Aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Merci, madame. Alors, d'entrée de jeu, monsieur le ministre, quelle est la politique actuelle du logement? Les Gabonais sont un peu fatigués d'avoir beaucoup de promesses. Concrètement, qu'en est-il? Merci, madame, de nous donner l'opportunité de répondre à cette question qui, il est vrai, commence un peu à désemparer nos compatriotes. Mais toujours est-il qu'au Gabon, il y a toujours une politique du logement. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la politique du logement actuelle. Bon, il faut savoir que pour acquérir un logement ou une parcelle, il y a plusieurs options. La première option serait que l'État crée un lotissement pour mettre des parcelles prêtes à bâtir à disposition de nos compatriotes. Si ce lotissement est créé, le requérant ou le Gabonais qui va acquérir une parcelle fait une demande auprès du ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat enregistre sa demande. Ensuite, il transmet cette demande-là à l'ANUTTC qui, elle, va faire une réservation de parcelles et après va envoyer aussi cette réservation de parcelles auprès de la conservation foncière pour pouvoir entamer la procédure et avoir une réquisition d'immatriculation qui est l'étape avant l'obtention du titre foncier. Ça, c'est au cas où l'État a créé un lotissement. Maintenant, quand l'État n'a pas créé de lotissement, le Gabonais qui veut une parcelle, il vient faire la demande, on enregistre sa demande et on transmet ça à la base de données du ministère qui, par la suite, s'il y a des projets futurs d'aménagement, on a déjà des réservations. À ce moment, quand le projet sera mis en place, on arrime ces réservations directement au projet. Monsieur le ministre, est-ce dire que pour moi, par exemple, en tant que Gabonais, je voudrais avoir une parcelle, je viendrai auprès de vos services, voilà. Vous venez au ministère. Mais je pourrais attendre jusqu'à 2030 avant. Vous pouvez attendre jusqu'à 2030 comme vous pouvez attendre jusqu'à 2021. Alors que le besoin est imminent, monsieur le ministre. Non, nous sommes conscients que le besoin est imminent et croyez-moi, nous avons reçu des instructions du président de la République et du gouvernement, en l'occurrence par le biais du Premier ministre chef du gouvernement, sur la question du logement des Gabonais. Comme je vous ai dit, c'est deux choses. Soit les logements, soit les parcelles. Parce que il n'est pas rare de constater qu'on nous ait fait le reproche de vouloir faire des logements, dire que les Gabonais voulaient peut-être des parcelles. Donc, en cours de route, il n'est pas mauvais aussi de changer de stratégie. Si l'État n'a pas créé des lotissements, vous venez faire votre demande, on enregistre, on la met dans la base de données, en attendant des projets futurs de lotissement. Mais il y a aussi l'option de la régularisation foncière. C'est que vous avez par exemple un terrain dont vous n'avez pas encore les papiers. Oui. Vous venez, comme beaucoup de Gabonais, vous venez au niveau du ministère vous dire que vous voulez régulariser votre situation foncière. En parlant de régularisation du foncier, concrètement, monsieur le ministre, quelle est la procédure à suivre? La procédure pour une régularisation foncière. Si vous, madame, vous avez déjà un terrain, mais un terrain qui n'a pas de papier, vous venez au ministère faire la demande de la régularisation foncière. Votre demande est envoyée au niveau de l'ANUTTC qui, elle, à son tour, va faire toutes les vérifications pour voir si votre terrain n'est pas déjà attribué à un tiers, pour voir si votre terrain n'est pas dans une DUP, c'est-à-dire dans une zone d'utilité publique, une zone que l'État aurait réservée
pour pouvoir mettre en place un projet. Et dans le cas où le terrain serait déjà attribué à quelqu'un, on serait dans une zone d'utilité publique. Mais dans le cas où le terrain serait déjà attribué à quelqu'un, c'est là tout l'avantage d'aller vers l'ANUTTC. C'est l'ANUTTC qui peut vous dire que non, vous ne pouvez plus faire la régularisation de ce terrain-là parce que ce terrain appartient déjà à telle personne. À ce moment-là, soit vous allez voir la personne, vous réglez ça à l'amiable, ou bien ça rentre dans le contentieux foncier, vous allez vous retrouver au tribunal, tout en sachant que l'ANUTTC, par ses registres, est en mesure de vous dire que ce terrain n'est pas à vous, il est déjà attribué à quelqu'un. Dans le cadre de zones d'utilité publique, est-ce qu'il y a indemnisation de l'État pour ces tierces? Mais dans le cadre des DUP, c'est-à-dire des déclarations d'utilité publique, effectivement, il y a des indemnisations. Si l'État réserve une zone où il y a déjà des habitations pour un projet, l'État a obligation de faire partir les gens, mais d'indemniser les gens ou de leur attribuer des parcelles, de les reloger ailleurs. Bon, prenons le cas où il y a déjà du bâti. S'il y a déjà du bâti, on fait l'évaluation de ce bâti et l'État indemnise la personne à la hauteur de l'évaluation du bâti. Est-ce que l'État pourrait donner un terrain viabilisé à cette tierce personne ou bien c'est à la personne? L'État pourrait donner un terrain viabilisé si l'État a un projet de lotissement avec des parcelles viabilisées. Dans ce cas, l'État vous reloge ou vous redonne cette parcelle-là. Si l'État n'a pas de projet avec des parcelles viabilisées, l'État peut vous indemniser financièrement ou bien l'État peut vous donner une autre parcelle parce qu'il y a aussi une autre option pour pouvoir acquérir des parcelles. Il y a des aménagements sommaires, c'est-à-dire on vous met à disposition des parcelles mais qui ne sont pas encore viabilisées. Donc, ce qui signifie que le requérant qui a cette parcelle-là va faire les démarches pour pouvoir se connecter à l'eau, à l'électricité, mais effectivement avec un accompagnement du ministère, en sachant très bien que la parcelle qui aura été mise à disposition est une parcelle aménagée sommairement. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que les zones à risque rentrent dans ce cas de figure également? Parce qu'il y a eu une campagne de vos services récemment, il y a peut-être 3-4 ans, dans certains quartiers délabrés de la capitale gabonaise qui essayaient de recenser toutes les habitations dans ces zones à risque-là pour les indemniser et les reloger ailleurs. Qu'en est-il? Non, vous avez raison. Il y a eu cette campagne-là pour la pure et simple raison que l'État met en place un schéma directeur des aménagements fonciers. Et il se trouve que nous avons l'éternelle question des constructions anarchiques. Comment l'État arrive à réguler cela? Non, l'État doit réguler cela en mettant en place un code de l'urbanisme et en mettant en pratique le schéma directeur des aménagements fonciers qui, à Libreville, en principe, a été établi en 2010, validé en 2018 et qui doit entrer maintenant en vigueur. Mais vous imaginez que faire appliquer ce schéma directeur des aménagements fonciers avec déjà l'existant, c'est compliqué. Donc, au fur et à mesure... Quelle est donc la procédure que vos services vont employer? Est-ce qu'il sera question de déloger les Gabonais pour les envoyer ailleurs, un peu comme on a vu dans d'autres villes africaines, créer Libreville 2 par exemple? Mais dans le cas où on voudrait créer Libreville 2, créer de nouveaux quartiers, on sera effectivement dans l'obligation de déloger toutes ces populations qui sont dans des quartiers sous-intégrés ou qui sont dans des habitations construites de manière anarchique. Et vous voyez même quand il y a le phénomène des inondations et compagnie, c'est parce qu'on construit sur les bassins versants, on construit sur des zones où on va obstruer des voies d'évacuation et c'est ce qui occasionne les inondations. S'il faut réguler tout ça, effectivement, il faudrait qu'on puisse déguerpir les gens qui sont dans ces zones-là, les reloger. Et pour ça, il faudrait que l'État se relance dans des grands projets de lotissement. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de réfléchir. Parce que au niveau de Libreville, Libreville peut paraître saturé. Mais du côté de la zone nord comme du côté de la zone sud, il y a encore des poches, il y a encore des zones où l'État peut aménager
des lotissements. Et là-dessus, on est obligé d'aller... Et c'est à ce niveau-là qu'on attend l'État? C'est à ce niveau que vous attendez l'État et c'est à ce niveau que nous nouons des partenariats publics-privés avec des entités pour pouvoir créer ces zones, pour pouvoir créer ces lotissements. Avant d'arriver à ces partenariats publics-privés, peut-être pour revenir sur la question de l'acquisition du foncier, oui. Si on arrive à ces constructions anarchiques au niveau de la capitale gabonaise notamment, est-ce que ce n'est pas lié au fait que finalement l'acquisition du foncier coûte encore trop cher, ou du moins que la procédure est encore assez laborieuse? Non, ce n'est pas que la procédure soit laborieuse. Vous savez, quand le lotissement est là, quand il y a la disponibilité et quand il y a l'offre, ça va vite parce que tout le monde va se ruer pour essayer d'avoir une parcelle. C'est vrai qu'on dénonce une certaine lenteur administrative et nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place un guichet unique du foncier. Nous sommes en train de réfléchir sur cette question et nous espérons que nous allons atteindre cet objectif-là le plus rapidement possible pour pouvoir faciliter et pour pouvoir soulager les compatriotes qui mènent les démarches pour pouvoir acquérir une parcelle ou une maison par le biais des programmes de l'ASNI, de la SNLS. Vous voyez qu'au niveau de Libreville, au niveau de Bikele, il y a des logements de la SNI. Au niveau de Libreville, on a le lotissement de Mangouba. C'est vrai qu'il y a des immeubles de la SNI qui sont à l'arrêt, mais je peux vous assurer que la SNI est en train de lancer une campagne. Vous avez vu sur certains tableaux... Alors aujourd'hui, un Gabonais peut se rapprocher des services de la SNI? Un Gabonais peut se rapprocher des services de la SNI. À moindre coût, monsieur le ministre? À moindre coût. Parce que, vous savez, au Gabon, la politique du logement et du logement à moindre coût est possible. Est possible. Et c'est celle-là que les Gabonais Peut-être que nous ne communiquons pas assez, mais elle est possible. Il y a des mécanismes. Comment au niveau même du ministère, au niveau même du ministère de l'Habitat, il y a des mécanismes. Au ministère de l'Habitat, il y a une direction générale qu'on appelle le CTH, le Centre technique de l'habitat. Le CTH est l'entité du ministère qui évalue, qui valide et qui fait la promotion des matériaux locaux. Parce qu'il y a des matériaux locaux que nous pouvons utiliser pour la construction et pour tirer les coûts vers le bas. Est-ce que le CTH travaille en collaboration avec l'ASNI et le CTH, malheureusement, a été mis en sommeil pendant longtemps. Mais je peux vous assurer que d'ici, allez, nous sommes au mois de novembre, d'ici janvier, le CTH sera opérationnel. Nous ne sommes pas dans une promesse de plus, Non, nous ne sommes pas dans une promesse. Vous savez, il y a des gens qui font des promesses, il y a des gens qui sont pragmatiques. Moi, je fais partie des gens qui sont pragmatiques. Je vous dis, en janvier, le CTH sera opérationnel en présentant des matériaux locaux à des tarifs préférentiels pour les Gabonais pour pouvoir tirer ces matériaux vers le bas. Pour nous, avec l'étude que nous faisons au niveau du ministère de l'Habitat, le logement social pour les personnes économiquement faibles ne peut pas aller au-delà de 17-18 millions. Nous, on est en train de réfléchir et on a déjà commencé. Je vous dis qu'on n'aime pas faire les effets d'annonce, mais nous avons déjà lancé la réflexion. Nous avons même déjà réservé une petite superficie pour pouvoir matérialiser ce que je vous dis, c'est-à-dire ériger une ou deux maisons de 3 chambres, de 2 chambres à des coûts réduits avec les matériaux locaux. Parce que quand nous, on va faire la promotion de ces matériaux au niveau du CTH, on va dire voici ce que nous sommes capables de faire avec les matériaux locaux et ça sera une œuvre du CTH. En attendant ces lotissements, il y a les logements proposés par l'ASNI et par la défunte Griffe SNLS. À qui finalement ces logements étaient destinés, si ce n'est pas pour les populations les moins nantis, s'il faut les appeler comme ça? Effectivement, dans le programme des logements concernant l'ASNI et la SNLS, c'est des logements qui avaient une variété de coûts. Je crois que vous aviez des logements qui allaient jusqu'à 30 millions, 21 millions. Je crois que les minima étaient aux alentours de 18 millions. Et c'est la même procédure.
vous faites la demande, vous allez au guichet de l'ASNI. L'ASNI enregistre votre demande, regarde dans ces registres s'il y a des logements qui sont libres, et puis on vous attribue le logement et on vous dit quelles sont les modalités, c'est-à-dire l'apport personnel par rapport au coût du logement, et après, c'est que vous pouvez payer par tranche, par mois, pour pouvoir être propriétaire du logement. Mais c'est vrai qu'on nous reproche d'avoir encore des logements qui sont à des coûts assez élevés. Par exemple, Monsieur le ministre, comment un enseignant de Fougamou de catégorie B pourrait avoir accès à ce type de logement alors qu'il voudrait bien avoir accès à un logement décent? Qu'est-ce que vous lui proposez aujourd'hui concrètement? Mais au niveau de l'ASNI, il y a une réflexion qui a été menée et je pense même que la réflexion est déjà matérialisée par des propositions sur les coûts de maison et sur les modalités d'acquisition de ces maisons. Alors on parle de 18 millions, pour être un peu plus concret, à quel chiffre? Non, vous pouvez toujours rester à 18 millions, mais on va vous donner la possibilité de pouvoir solder le logement avec des coûts sur une durée plus longue allant de 7 ans à 15 ans. Mais c'est vrai que vous allez me dire pour un jeune qui rentre, qui a 30 ans, s'il faille qu'il attende 15 ans pour être propriétaire, c'est long. Mais c'est déjà ça. Et on va continuer de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut réduire le temps et voir aussi comment on peut réduire les coûts de ces maisons. Mais permettez-moi de vous dire quand même que sur la réflexion que nous faisons, nous constatons qu'il faille peut-être mettre plus des parcelles à disposition que des maisons, parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir mettre à disposition des compatriotes des parcelles viabilisées. Mais il faut savoir que c'est un coût. C'est un coût. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour viabiliser un hectare, il faut savoir ce qu'on appelle une parcelle viabilisée. Une parcelle viabilisée, c'est qu'il y a les VRD, c'est que tout est déjà préparé pour le raccordement à l'eau et à l'électricité. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est ce qu'on appelle parcelle prête à bâtir, prête à construire. Mais pour viabiliser un hectare, il faut 120 millions. Mais alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne faut pas penser à offrir ou à proposer aux Gabonais des parcelles peut-être pas viabilisées où il y a déjà l'accès à l'eau? Ce qu'on appelle, c'est des parcelles sommaires. Voilà. Mais on parle de logement décent. Donc, compte tenu du coût de vie aussi. On parle de logement décent. Je serais tenté de dire qu'il faut aussi qu'on mette à disposition des parcelles décentes. Si on peut mettre le maximum de parcelles viabilisées, c'est bien. Au cas contraire, on peut proposer des parcelles sommaires. Dans ce cas de figure-là, nous faisons en sorte, quel que soit le partenaire qui vient nous voir, qui vient voir le ministère de l'Habitat, et il faudrait aussi que je vous dise aussi quelle est la procédure des partenariats que nous sommes susceptibles d'avoir avec des promoteurs. La procédure, c'est quoi? C'est que s'il y a un investisseur qui est intéressé par un projet immobilier au Gabon, il n'est plus en ligne directe avec le ministère de l'Habitat. D'accord. Il est en ligne directe avec le ministère de la Promotion chargé des investissements qui, lui, ce ministère-là, a déjà tous les éléments fournis par le ministère de l'Habitat pour les projets immobiliers, ce que nous voulons, les matériaux, le type de logement et pour se conformer au smart code. Parce qu'il y a un smart code. Donc ce promoteur-là, cet investisseur, il arrive, il va voir la promotion des investissements. La promotion des investissements valide le projet. C'est à ce niveau-là maintenant que nous reprenons le relais pour l'exécution en mettant à la disposition de ce promoteur-là les superficies nécessaires pour le projet. Et c'est à ce moment-là que nous, maintenant, on intervient. On est un organe de contrôle, un organe d'exécution. Voilà la procédure. Et je revenais sur l'affaire des parcelles. Oui. Sur l'affaire des parcelles, il ne faudrait pas qu'on assiste au mouvement inverse. Depuis 2009,
il y a beaucoup de promoteurs qui sont arrivés avec des projets. Et j'allais d'ailleurs y arriver. Oui. Et pourtant, il y a concurrence, mais on remarque que... Non, il y a concurrence et nous avons le droit de dire la vérité aux Gabonais. Où l'État a du mal à Non, voir clair dans ce qui se fait. l'État n'a pas du mal à voir clair. L'État a joué sa partition, c'est-à-dire mettre à la disposition de ces promoteurs-là des superficies pour qu'ils puissent ériger leurs projets immobiliers. Seulement, il y a des procédures, il y a des règles. Quand une SCI, quand un promoteur vient pour un projet, il s'érige en SCI, et quand il s'érige en SCI, il y a un cahier de charges. Mais il se trouve que, je peux vous dire que plus de la moitié de ces SCI qui sont venus, qui se sont constitués pour pouvoir mettre en place des projets immobiliers, la moitié n'a pas respecté le cahier de charges. Dans ce cas de figure, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. C'est-à-dire, on repart vers ces SCI, on dit, vous avez eu la terre, l'État a mis à votre disposition les superficies, on constate que vous n'avez pas respecté le cahier de charges, on fait une convention pour une rétrocession à l'État. D'accord, donc des l'État superficies. récupère... Mais pour que nous puissions nous battre pour faire des aménagements et mettre à la disposition des Gabonais des parcelles viabilisées. On peut avoir aussi des PPP pour mettre à la disposition des Gabonais des parcelles viabilisées. Si on leur propose plusieurs scénarios, si vous ne pouvez plus faire vos projets immobiliers, si vous ne pouvez plus construire des maisons, revenez sur la table de négociation, on regarde un nouveau cahier de charges pour pouvoir au moins aménager des parcelles. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas de figure, monsieur le ministre? Oui, on a déjà eu ce genre de cas de figure et je peux vous annoncer aussi qu'on a déjà fait des conventions pour des rétrocessions à l'État. On a déjà récupéré beaucoup d'hectares. Donc l'État a déjà aussi, est déjà en train de travailler pour mettre à disposition des Gabonais des parcelles? Nous sommes en train de travailler et comme je vous ai dit, on ne veut pas faire des effets d'annonce. Quand on sera prêt, et on estime dans un avenir très proche, quand on sera prêt, on va communiquer, on va dire, bon, dans tel endroit, dans la zone nord ou dans la zone sud, ou bien du côté de Bikele, ou bien du côté de Nkok, voilà, nous sommes en train de faire un lotissement, on est en train d'aménager des parcelles à disposition des Gabonais et on espère, avec le coût de l'aménagement, mettre à la disposition des Gabonais des parcelles qui puissent être à la portée de toutes les bourses et surtout pour les populations économiquement faibles. Monsieur le ministre, est-ce qu'il existe au Gabon une taxe sur le foncier? Pas encore, mais elle va arriver. Vous faites bien de poser cette question-là. Pour avoir la taxe sur le foncier, il faudrait déjà réguler tout le foncier. Il faut réguler tout le foncier. Et il faudrait qu'on accepte. Parce que quand vous faites votre demande pour avoir une parcelle ou quand vous avez votre maison, vous faites la procédure, vous arrivez au titre foncier, vous êtes identifié, donc vous êtes imposable. D'accord. Vous êtes imposable. Donc, si on veut aider l'État à pouvoir mettre en place cette taxe sur le foncier, il faudrait aussi qu'on fasse preuve de civisme et qu'on accepte de payer pour pouvoir aider l'État, parce que c'est avec cet argent-là aussi qu'on peut multiplier les projets sur le logement et sur l'aménagement des parcelles. Mais peut-être qu'en réalité, monsieur le ministre, si ça traîne un peu, c'est parce que l'État aurait certainement mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a assisté à des populations qui s'en prennent aux parcelles avant que l'État ne régule le secteur. C'est vrai. Les populations vont squattériser certaines superficies qui, des fois, sont même des superficies réservées pour des projets, comme on vous parlait des DUP. Oui, domaine public de l'État. Il s'avère que dans ce cas de figure, nous avons deux options. Soit on déguerpit les populations, soit on les régularise. C'est l'un ou l'autre. Bon, maintenant, on régularise qui? Vous allez régulariser des populations sur des parcelles, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de construire des maisons. Et c'est là où on assiste à un phénomène. Et là, c'est la faute de nos compatriotes. Nos compatriotes ont des parcelles, font la procédure pour arriver jusqu'au titre foncier, et après, elles revendent.
nos compatriotes revendent. Et ne vous étonnez pas, un jour, de constater que vous allez dire, mais pourquoi cet endroit appartient à tel, pourquoi? Parce que c'est un phénomène. Les gens vont dire, mais comment se fait-il que l'État est même locataire des bâtiments qui appartiennent à des étrangers, tout ça. Mais c'est parce que nous-mêmes, Gabonais, nous vendons, quand on a un titre de propriété, on vend à des tiers, mais le tiers, quand il achète, qu'il soit gabonais ou étranger, la parcelle lui revient. On reviendra certainement sur cette problématique. Occasion pour nous de marquer une pause, Monsieur le ministre. Merci, on se retrouve madame. juste derrière. Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission Décryptage. Quelle est la politique actuelle du logement au Gabon? C'est la problématique autour de laquelle nous discutons aujourd'hui avec le ministre en charge des aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement, M. Ernest Mpoepiga. Merci encore une fois de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie de pouvoir décliner la politique du logement instruite par le président de la République, qui en a fait un axe prioritaire de son programme, et qui a instruit Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Julien Kogé-Bekale, de mettre tout ça en musique, et dont je suis le modeste serviteur pour pouvoir répondre aux instructions et aux souhaits du président de la République et de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Une priorité, certes, et vous faites bien de le rappeler des plus hautes autorités de l'État gabonais, mais on remarque que vous avez du mal à aménager des parcelles du fait de quelques quiproquos avec certaines SI, Monsieur le ministre. C'est vrai, nous avons quelques problèmes avec des SCI qui, au départ, avaient approché le ministère pour pouvoir acquérir des superficies pour des logements, pour des projets immobiliers. À la longue, nous avons constaté que ces SCI ne respectaient pas le cahier de charges et s'étaient lancés dans de la spéculation foncière. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Mais instruction a été donnée à la Direction générale de l'ANUTTC de reconvoquer ces SCI, de redimensionner les projets, de faire des conventions de rétrocession à l'État des superficies qui, en principe, devraient être aménagées pour des projets, mais qui ont été aménagées aussi pour vendre, pour faire de la spéculation, ce qui n'était pas l'objet premier de la discussion avec le ministère. Donc, à ce titre-là, l'ANUTTC a entrepris de récupérer et de réguler l'attribution des superficies dans les normes. Parce qu'il faut savoir qu'en zone urbaine, il y a une norme pour les superficies. En zone rurale aussi, il y a une norme pour les superficies. Parce que vous, par exemple, vous pouvez demander une parcelle. La parcelle que vous pouvez demander ne doit pas excéder, la superficie ne doit pas excéder les 5000 m². D'accord. Moi, en tant qu'individu. En tant qu'individu. Dès que vous dépassez, si vous demandez au-delà des 5000 m², c'est que vous voulez mettre en place un projet immobilier, ce qui est le cas de ces SCI-là. Mais on se rend compte que ces SCI-là n'ont pas été, excusez-moi de terme, n'ont pas été sérieuses. Elles sont venues avec un projet, mais elles avaient un agenda caché pour faire de la spéculation foncière. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de nous battre pour récupérer les superficies à ces SCI qui n'ont pas respecté le cahier de charges et qui ne sont pas venus faire le pourquoi de leur demande. Alors, une fois récupéré, on imagine que ce sera l'occasion pour l'État. Une fois pour récupérer, c'est une occasion pour l'État de pouvoir nouer d'autres partenariats, cette fois-ci avec des investisseurs sérieux, pour pouvoir faire des aménagements, pour mettre à la disposition de nos compatriotes des parcelles prêtes à bâtir, viabilisées ou sommaires, mais mettre à la disposition des compatriotes la terre pour que nous puissions respecter et pour que nous puissions aussi, par la même occasion, répondre
aux souhaits, aux instructions du président de la République. Alors, Monsieur le ministre, avant de clore la première partie de notre émission, on était sur le titre foncier, voilà, le foncier, et on remarque, par exemple, au Gabon, qu'il y a certains, une fois ils ont acquis le titre foncier, ils revendent des parcelles et parfois la même parcelle à deux personnes. Et donc, les sujets gabonais sont parfois sujets à des escroqueries, excusez-moi pour la répétition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler tout cela? Comment, vers qui on peut aller se plaindre et vers qui on peut aller se plaindre pour être remboursé surtout? Mais vous savez, dans la norme, un terrain ne peut pas avoir deux titres fonciers. Ce n'est pas possible. Si un terrain a deux titres fonciers, c'est qu'il y a eu escroquerie quelque part, il y a eu indélicatesse et il y a eu négligence de la part de l'administration. Un terrain ne peut pas avoir deux titres fonciers. Et croyez-moi, c'est un phénomène qu'on découvre maintenant. Avant, c'était avant la réforme foncière, quand il y avait le décret d'attribution provisoire, oui, on constatait qu'il y avait beaucoup de chevauchements. Il y avait plusieurs tiers qui étaient sur un décret d'attribution provisoire. Mais quand on arrive au titre foncier, ce n'est pas normal que deux tiers, deux personnes se retrouvent sur un titre foncier. L'ANUTTC, qui a la charge de régler aussi ces litiges fonciers, s'attelle à faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce genre d'extrémité. Et dans le cas où ce serait le cas? À ce moment-là, on a les outils pour pouvoir vérifier quelle est l'antériorité du titre foncier, quelle est la personne qui, en principe, qui a eu en premier lieu ce titre foncier. Celui qui vient en second, automatiquement, a été victime d'une escroquerie et à ce moment-là, il va se retourner vers la personne qui a attribué ce titre foncier et rester en justice. Alors, avant d'arriver au titre foncier, il y a certains Gabonais qui vont, par exemple, acquérir des parcelles avec d'autres tierces. Oui. Est-ce que, à ce niveau-là également, des Gabonais qui pourraient être victimes d'escroquerie pourraient avoir recours au service de l'ANUTTC, c'est-à-dire... Effectivement. Voilà, effectivement. Si, par exemple, comme je vous disais d'entrée de jeu, un Gabonais vous vend une parcelle. Voilà. D'abord, il faut savoir, le Gabonais qui vous vend la parcelle avec titre foncier, ça ne cause aucun problème parce que de facto, il y a un transfert du titre foncier à votre nom. Donc, ça ne pose vraiment aucun problème. Maintenant, un Gabonais qui vous vend une parcelle. Et c'est la majorité des cas. Qui vous vend une parcelle et qui détient seulement une réquisition d'immatriculation. À ce moment-là, si vous achetez la parcelle, vous êtes en droit de repartir vers l'ANUTTC pour qu'elle vérifie bien que le Gabonais qui vous a vendu la parcelle, la réquisition d'immatriculation était bien à son nom. Parce qu'il peut arriver, quand vous vendez la parcelle, vous allez auprès de l'ANUTTC et vous constatez que la réquisition, que le nom qu'il y a sur cette réquisition-là est un autre nom et pas le nom de la personne qui vous a vendu la parcelle. À ce moment-là, vous entrez dans le litige foncier et à ce moment-là, il n'y a que le tribunal pour vous départager. Donc, il faudrait un peu plus vite réagir parce qu'il y a certains Gabonais qui se sont laissés surprendre en voyant, par exemple, une maison être montée sur le terrain qui semblait être le leur, alors qu'au final... Dans ce cas de figure, quand on vous vend un terrain où il y a un bâti, effectivement, ce n'est même pas le bâti que vous regardez. C'est d'abord sur le terrain qu'il faut aller regarder pour voir si la vente a été faite régulièrement et si le bien qu'on vous a vendu appartient bien à la personne qui vous l'a vendu. Le bâti, ce n'est pas un problème. C'est la terre qui est importante. À partir de là, si la vente est régulière, pas de problème. Si la vente... si vous êtes... les gens disent... si vous avez été victime d'une arnaque, à ce moment-là, vous portez plainte. Mais il faut aussi savoir que des fois, vous pouvez voir un bâti sur un terrain où la personne n'avait pas le droit de bâtir, de construire. À ce moment-là, les services du ministère, avec l'ANUTTC, sont en droit de détruire le bâti sur le terrain sur lequel la personne n'avait pas le droit de construire. Monsieur le ministre, est-ce qu'il existe au Gabon une cartographie du logement? Oui, madame. Il existe une cartographie du logement sur instruction du président de la République. Il y a des logements qui sont sortis de terre, en l'occurrence par le bras séculier du ministère de l'Habitat, l'ASNI.
la SNI a fait sortir de terre près de 3808 logements, pour certains achevés et pour d'autres inachevés, à travers tout le pays, dans certaines capitales provinciales, Libreville, Franceville, Oyem, Mouila. Il y a des logements. C'est vrai que sur les logements qui sont achevés, il y a eu des réservations et des gens qui sont déjà entrés en possession de ces logements-là. Et sur les logements inachevés, la SNI a mis en place une procédure pour la cession en l'état, pour éviter que ces logements s'apparentent à des éléphants blancs. Et le logement au départ qui pouvait coûter 30 millions, et on regarde l'état de construction, si par exemple on arrive au chaînage ou si c'est seulement au niveau du sous-bassement, on fait l'évaluation et on le vend en l'état, quitte à ce que le compatriote puisse terminer la construction. Alors, il y a les logements de l'ASNI, il y a même certains qui avaient été construits par la NGT, il y a d'autres de la SNLS. Globalement, qu'est-ce qu'on peut ressortir comme chiffre en matière de logement au niveau de la capitale gabonaise Non, au niveau de la capitale, vous prenez déjà le projet qui avait été suivi et exécuté par l'ANGT, du côté d'Angondje, le projet qu'on appelle Alhambra. Là-bas, vous avez pratiquement 1090 logements. Vous avez 1090 logements disséminés sur 3 parcelles. Qui sont déjà attribués. Qui sont déjà attribués. Le mode d'attribution, dans un premier temps, avait été fait sur... je pense qu'il y avait eu un tirage au sort. Parce qu'il y a eu pas mal de remous de ce côté-là, monsieur le ministre. Mais, madame, n'ayez pas peur des mots. Ne dites pas mal de remous. Il y a une opération qu'on a intitulée Opération Vipère. De quoi s'agit-il, monsieur le ministre? L'opération Vipère. On a entendu l'opération Mamba. Il s'agissait de la corruption. Aujourd'hui, on parle d'un autre serpent, l'opération Vipère. L'opération Vipère concernant Alhambra consiste tout simplement, mais vraiment, tout simplement, à pouvoir recenser et régulariser les compatriotes qui sont dans ces maisons. Alors, est-ce qu'elle a déjà commencé cette opération Vipère? Elle a commencé, elle est en phase terminale, elle est en phase d'achèvement. Pour les retardataires, nous allons même proroger d'1 mois. Et je peux vous dire que sur les 1090 logements, il y a déjà plus de 1000 logements qui ont été recensés. Les personnes aussi ont été recensées. Et à partir de là, nous allons offrir des contrats de location. D'accord. On va offrir des contrats de location à des coûts, et j'insiste là-dessus, à des coûts pouvant permettre à chacun de pouvoir répondre. C'est-à-dire, ce sont des logements, c'est des différents types de logements, mais il y a des logements pour les personnes économiquement faibles. Il y a une forme de mixité là-bas. Est-ce qu'on pourrait par exemple trouver un logement à 80 000 par mois? Vous allez même trouver des logements à moins de 80 000 par mois. Est-ce que ce n'est pas une autre promesse, monsieur le ministre? Ce n'est pas une promesse. On pourra le vérifier. Dès demain, vous allez... On va descendre sur le terrain avec vos services. Vous allez à Alhambra. Quand vous terminez votre visite à Alhambra, vous revenez au niveau du ministère. On va vous montrer les barèmes qui ont été proposés. Et je peux vous dire même que les minima de ces barèmes-là aussi entre 30 et 35 000. D'accord. Parce que là-bas, vous avez des étudiants, vous avez même des chômeurs. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, après le tirage au sort, les Gabonais après se sont rués sur ces maisons sans attendre le deuxième tirage au sort. Donc au lieu de les déguerpir, on a dit, bon, le président, dans sa magnanimité légendaire, a demandé à ce que ces compatriotes-là ne soient pas déguerpis manu militari. C'est sur instruction qu'on nous a demandé de les recenser, de régulariser leur situation, en un mot, de stabiliser leur situation. Maintenant, on va nous dire que oui, mais ce sont des personnes économiquement faibles. Je vous ai dit qu'il y a une mixité. Il y a des logements, il y a des studios, il y a des 2 chambres, il y a des 3 chambres.
Donc, il y a une mixité avec pas seulement des personnes économiquement faibles, mais des personnes aussi d'un certain niveau de vie. Seulement, dans ces 3 parcelles, il y a un côté qui a été viabilisé et il y a un autre côté qui n'est pas viabilisé. Pourquoi, Monsieur le ministre? Mais ce sont des projets, ça a été des projets inachevés. L'État pourrait continuer? L'État peut continuer et nous avons un début de solution. Parce que quand on demande à nos compatriotes qui sont là-bas de pouvoir payer un loyer, c'est pour un temps soit peu faire en sorte qu'on puisse améliorer le cadre de vie dans ces parcelles qui ne sont pas viabilisées. Et petit à petit, nous allons voir dans quelle mesure on peut apporter cette viabilisation, mais vraiment petit à petit, parce que le coût des loyers ne va pas permettre une viabilisation, directe, mais on va aller étape par étape. Parce que pour viabiliser les 2 parcelles à l'Alhambra, eh bien, on est dans une affaire de 5-7 milliards. Quand même. Quand même. Donc, on va aller étape par étape. On dit, aidez-vous, le ciel vous aidera. Il faudrait déjà que les locataires qui vont payer un loyer sachent quand même à quoi est utilisé leur argent. Et ils le verront. Parce que nous voulons même, dans la gestion de cet argent, associer le collectif d'Alhambra dans la gestion de cet argent-là pour voir comment nous allons orienter, j'insiste, comment nous allons orienter le fruit de cet argent-là pour l'amélioration du cadre de vie des résidents d'Alhambra. Alors, il n'y a pas qu'Alhambra, il y a aussi Bikele. Il y a aussi Bikele. À ce niveau-là, il y a plusieurs réservataires qui se posent la question. À quel moment? Non, les réservataires de Bikele ont eu une séance de travail avec l'ASNI parce qu'ils ont été un peu désemparés pour la pure et simple raison qu'ils ont appris qu'il y a eu une fusion-absorption entre l'ASNI et la SNLS. Donc l'ASNI a pris ses responsabilités, l'ASNI a reçu ses réservateurs et l'ASNI a donné des gages et des garanties à ses réservateurs quant à ceux qui peuvent récupérer les maisons qui sont achevées et ceux qui peuvent prendre les maisons en l'état. Ils ne courent pas le risque de voir attribuer leur maison à d'autres personnes? En aucun cas. Tous ceux qui ont fait des réservations au niveau du lotissement de Bikele, on leur a donné plusieurs solutions. Oui. Et dans chaque solution, chacun trouvera son compte. Et il y a l'ASNI aussi, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées? Puisque l'ASNI est maintenant l'entité qui regroupe le tout, vu qu'il y a eu fusion-absorption de la SNLS, donc l'ASNI regente le tout. Et je dirais même que l'ASNI communique beaucoup pour éviter que les compatriotes soient lésés dans cette affaire-là. Alors c'est vrai que vous avez parlé de ramener les coûts à la baisse au niveau d'Alhambra, mais plusieurs Gabonais s'interrogent quand même sur les logements sociaux, pour reprendre un peu ce terme. À quel moment l'État pensera-t-il à offrir aux Gabonais, à proposer aux Gabonais des logements sociaux? Mais l'État peut proposer, peut offrir, comme je vous disais, si on rentre dans la perspective de créer de nouveaux lotissements, vous imaginez que nous allons faire en sorte que les choses soient faites correctement. Bon, pour maintenant offrir des logements, on ne peut pas dire qu'on va offrir cadeau. Il y aura peut-être quelque chose de minimal à pouvoir payer, mais on va faire en sorte que ce soit le plus grand nombre puisse avoir accès à ces logements-là, comme dans le temps avec l'ASNI du côté d'Ovendo, du côté de l'Ikwala. On peut revenir à ces schémas-là. Mais pour ça, il faudrait aussi qu'on respecte, 1, le Smart Code, 2, que nous, ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, des aménagements fonciers et du logement, nous puissions rapidement mettre à la disposition de nos compatriotes le code de l'urbanisme que nous sommes en train de travailler avec. Il sera disponible quand, Monsieur le ministre? Non, on essaie de faire en sorte qu'il soit disponible pour au moins 2021. Pour la pure et simple raison que nous allons requérir l'expertise d'ONU Habitat qui travaille avec nous et associer
tous les intervenants dans le secteur pour pouvoir présenter un code de l'urbanisme qui réponde à la norme internationale et qui, enfin, va réguler les choses au niveau de nos capitales provinciales. Parce qu'au niveau, par exemple, de Libreville, Monsieur le ministre, et vous conviendrez avec moi, il y a certains quartiers où, lorsqu'il y a incendie, comment font les pompiers pour s'y rendre? Parce qu'il y a problème d'urbanisme. Est-ce qu'il faudra attendre donc 2021 que ce code sorte pour que le ministère prenne en... Non, il y a des choses, madame, vous savez, quand on veut régler un problème, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un problème. Et nous n'allons pas fuir nos responsabilités. Effectivement, il y a un problème. Il y a des quartiers sous-intégrés où l'accès aux pompiers est vraiment difficile. Même l'accès du SAMU social. Même l'accès du SAMU social. Croyez-moi, le président nous instruit pour que nous fassions des efforts pour soulager un tant soit peu les populations qui vivent dans ces quartiers sous-intégrés. C'est vrai, quand il y a des incendies, c'est toujours un drame. Et croyez-nous, nous ne sommes pas insensibles. Nous ne sommes pas insensibles quand ces drames-là interviennent. Mais croyez-moi, le Premier ministre et le Président de la République nous instruisent tous les jours pour trouver des solutions pour éviter ces drames et pour soulager les populations dans les quartiers sous-intégrés. Je ne vais pas dire que nous allons régler le problème dans l'immédiat, mais je ne vais pas dire que nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on va régler ça. Parce que les Gabonais attendent de l'action. Nous ne sommes plus dans la parlotte, nous ne sommes plus dans des beaux discours, nous sommes dans l'action. Il faut être pragmatique. Et croyez-moi, tous les jours, au sein de ce ministère-là, nous réfléchissons pour pouvoir apporter des solutions rapides, palpables et immédiates. Concrètement, Monsieur le ministre, que retenir de cette politique du logement au Gabon? Ce qu'il faut retenir de la politique du logement au Gabon, c'est que nous devons, avec les moyens que nous avons et avec les partenariats que nous pouvons nouer, pouvoir mettre à la disposition des compatriotes deux choses. Dans un premier temps, on peut mettre en place une politique d'aménagement de parcelles prêtes à bâtir. Et dans un autre volet, on peut toujours continuer dans la politique de mettre des logements à disposition à moindre coût pour les Gabonais. Maintenant, dans un futur très proche, et j'insiste, dans un futur très proche, nous allons faire l'effort, dans un premier temps, de mettre à la disposition des Gabonais des parcelles prêtes à bâtir. Je ne vais pas vous dire que ça va se passer dans la zone nord ou dans la zone sud ou du côté de Bikele ou du côté de Ntoum, mais je peux au moins vous assurer que la politique qui est mise en place avec l'ASNI, avec l'ANUTTC, où nous sommes en train de récupérer des superficies qui ont été de manière indue transmises à certaines SCI qui n'ont pas respecté le cahier de charge, avec toute cette dynamique que nous sommes en train de mettre en place, on a bon espoir que la prochaine fois que vous reviendrez, que ce soit dans 3 mois ou dans 6 mois, que je sois en mesure de vous dire, bon, la dernière fois, je vous avais dit qu'on devrait mettre des parcelles à disposition. Voilà déjà combien d'hectares nous avons aménagés pour des parcelles pour nos compatriotes. Et le ministère de la Promotion des Investissements continue de recevoir des partenaires qui viennent proposer des projets. Et croyez-moi que cette fois-ci, les choses vont être faites correctement. Surtout pour permettre au plus grand nombre d'accéder au foncier et au logement. Nous travaillons pour le plus grand nombre. Nous sommes un service public. Il ne faut pas qu'on oublie que les ministères que nous occupons, nous sommes à la disposition des populations. Nous sommes un service public. Et dans un secteur aussi sensible que le foncier, au Gabon, nous avons intérêt à ce que le plus grand nombre soit quand même propriétaire au niveau du Gabon pour pouvoir, ne fût-ce que, faire fonctionner l'impôt foncier que nous voulons mettre en place. Parce que, Monsieur le ministre, il y a obligation de résultat. Et croyez-moi, avec les instructions du président et le volontarisme du Premier ministre et la méthode de travail qui a été mise en place et qui nous est imposée, je pense que nous sommes plus un gouvernement d'actes qu'un gouvernement de parole.
Monsieur le ministre, les Gabonais vous ont entendu et ils vous attendent sur ces chantiers-là. Merci à vous, Ernest Mpoué-Piga, ministre des Aménagements fonciers, de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Logement, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie et c'est nous qui reviendrons vers les Gabonais. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabo 24.